Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Les choses vont vite parce que il n'y a rien de réglé au Venezuela, que déjà les yeux sont tournés vers le Groenland, là, vraiment l'attention mondiale qui a grimpé d'un cran hier alors que la Maison-Blanche a confirmé, noir sur blanc, que l'option militaire existait. Là. Pas qu'elle était probable, mais qu'elle existait. Non, et ça fait partie des options qui sont étudiées en ce moment par le président américain pour faire l'acquisition du Groenland. Alors ça a fait sourciller, déclaration donc de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Elle a répété que l'acquisition du territoire danois, donc le Groenland, c'est une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis et pour imposer aussi le respect dans la région arctique. Bon, ça n'a pas pris de temps qu'il y a eu énormément de réactions en cours de journée hier, avant et après cette déclaration-là, notamment 7 pays européens qui ont donné leur appui au territoire danois, au Danemark également. Le gouvernement danois a appelé à des pourparlers rapides avec la diplomatie américaine pour dissiper les doutes. Le ministre danois des Affaires étrangères qui reproche plutôt au président américain d'avoir une mauvaise lecture de la capacité du Danemark à assurer la sécurité de l'île. Mais dans ton esprit, Mario, est-ce que c'est vraiment sérieux, ces intentions américaines-là? D'abord, je réécoutais tout ce qu'il a dit dans Air Force One. Sur le Danemark, il y a une phrase... Tu sais, on a retenu la phrase que le Danemark, c'était une priorité, pas le Danemark, mais le Groenland, c'était une priorité, puis que d'ici 20 jours, ça devait être sous contrôle américain. Il y a un autre moment où il a dit que je ne vais pas reprendre ces mots, mais les bateaux russes et chinois là, se promenaient librement autour du Danemark. Sous-entendu, autour du Groenland. Sous-entendu, le Danemark, comme pays, comme armée, n'a pas les ressources, fait pas ce qu'il faut pour surveiller une île qui est immense. Hein. C'est plus gros que le Québec. Là. Le Groenland, en territoire, c'est semblable au Québec, mais un petit peu plus gros. C'est un immense territoire. Ouais. Parce qu'on voit toujours les mêmes images du petit bout de l'île. Là, le avec petit village habité. Mais si tu veux patrouiller, faut que tu fasses le tour de l'île. Sur une carte, là, c'est vrai. Ouais. Immense. Ouais. Bon, fait que est-ce que l'armée danoise est assez grosse, assez forte? Alors, ça se peut qu'il y ait une vraie question là-dessus. Le problème, c'est que à date, ce qu'on nous dit, c'est que l'armée américaine a déjà une base et que c'est jamais fait dire non. C'est-à-dire, quand l'armée américaine a voulu s'entendre avec le Danemark pour dire, regarde, au Groenland, on voudrait être un peu plus présent, on voudrait ouvrir une base, on voudrait avoir un peu plus de soldats, on voudrait ajouter une tour de surveillance ou un équipement, ils se sont jamais fait dire non, là. C'est-à-dire, le Groenland, en tant que territoire faisant partie du Danemark, fait partie de l'OTAN. Donc, faisant partie de l'OTAN, il est dans le même pacte de défense que les États-Unis. Et quand les États-Unis disent on veut ajouter un satellite, probablement que si vous disiez on veut ajouter une autre base militaire à l'autre bout de l'île, ils se feraient dire oui, là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Je dis ça pour dire, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Pourquoi les Américains ont besoin de plus de contrôle? Est-ce que c'est l'exploitation des ressources? Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas, sincèrement, si tu me demandes, moi, je pense que c'est invraisemblable que l'armée américaine débarque là. Débarquer chez un allié de l'OTAN... Oui, qu'est-ce qui resterait de l'OTAN? Pour moi, les deux grandes options. Option A, Trump fait comme d'habitude, essaie de mettre le Danemark à genoux pour négocier à minuit moins une un accord favorable. Un nouvel accord où ils vont avoir plus d'avantages pour les États-Unis puis plus de présence. Option B, ils vont faire de l'occupation hostile. Donc, sans demander la permission à personne, tu sais, Trump va augmenter, va envoyer des militaires de plus, va faire comme si c'était chez eux, là. Va débarquer là comme si c'était chez eux, mais sans formaliser rien, là, sans avoir d'entente. Moi, je pense que c'est les deux options les plus probables, mais une prise de contrôle militaire de territoire européen par les États-Unis, sincèrement, moi, j'y crois pas tellement. Ceci dit, M. Carney a réaffirmé le soutien du Canada. Oui, et je suis convaincu que le président américain va trembler dans ses shorts en apprenant que le Canada s'apprête à inaugurer un consulat à Nuuk, à la capitale du Groenland. Alors là, je ne sais pas quel impact ça risque d'avoir là-dessus, mais M. Carney a rencontré son homologue danoise. Ça s'est passé à Paris, dans cette rencontre-là. Oui, on parlait de l'Ukraine, mais on a beaucoup parlé du Groenland également, qui est l'éléphant dans la pièce. Donc, la première ministre danoise a déclaré qu'une prise de contrôle du Groenland par les États-Unis signifierait la fin carrément de l'OTAN.
La dernière option, je reviens un peu. Présentement, au Groenland, le gouvernement, mais tu sais, le gouvernement, c'est 57 000 personnes. C'est une grosse municipalité, mais il y a quand même un premier ministre. Là, et l'opposition officielle. Donc, les deux partis là, majeurs qui représentent la population là-bas sont indépendantistes, les deux. On dit que c'est un protectorat, ça fait partie du Danemark, mais les gens du Groenland, eux, votent pour des partis indépendantistes. Là. Est-ce imaginable que... je veux dire, on laisse les Groenlandais décider, là, qu'eux-mêmes décident, on devient indépendant. Puis là, t'as un pays indépendant de 57 000 de population sans armée, qu'à ce moment-là, qu'eux feraient un deal de défense avec les Américains. Là. Fait que t'aurais un Groenland, entre guillemets, indépendant, mais dans les faits, très, très, très associé aux États-Unis, puis faisant partie d'un pacte de défense et de commerce et de... Ouais. Mais tu parles d'entente. Est-ce que Trump pourrait l'acheter, le Groenland? En offrant, disons, une proposition aux habitants. Prononcez-vous par référendum sur cette proposition. Ben là, pour l'instant, il faudrait l'acheter au Danemark. Oui, tout à fait. Mais le Danemark dit rien, ça veut rien savoir. Ça, c'est pas une option. L'option qu'il avait fait valoir, c'est de donner 1 million à chaque citoyen. Oui, on se souvient, ça avait marqué des esprits. Donner 1 million par personne, parce que là, ils font le calcul à 55 000 personnes, c'est bien faisable. C'est pas si cher que ça payer pour un nouveau territoire aussi grand. On est dans des scénarios de politique fiction un peu, là. Acheter le monde. C'était plus 1 million par personne pour avoir leur vote. Les brownies. Ça fait bien les brownies. Pablo va dire, hey, j'ai-tu été mis dehors pour 100 piastres? 100 piastres pour acheter un vote, j'ai été mis dehors pour ça, moi. Si on achète les votes à 1 million. Bon, enfin. Déclaration fracassante de Trump aussi sur le Venezuela. Oui, en soirée, il a écrit que le Venezuela va livrer entre 30 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Il a fait cette déclaration-là sur son réseau social Truth en ajoutant que ce pétrole va aussi être issu des pétroliers sanctionnés. Et selon lui, l'or noir sera vendu au prix du marché, que c'est lui qui va contrôler l'argent récolté aussi, disant vouloir s'assurer que les profits vont aller au peuple vénézuélien et américain. Ouais. Mais ça semble être vrai, ce qui voudrait dire que la nouvelle présidente qui a été assermentée dans les 24 heures de son assermentation serait déjà arrivé à un premier deal avec les États-Unis. Si c'est confirmé, si c'est confirmé par le Venezuela, donc ça confirme la thèse de ceux qui disaient le nouveau régime de Mme Rodriguez pourrait être très, très collaboratif avec les États-Unis. En même temps, elle, dans ses déclarations hier, disait qu'aucun agent extérieur allait gouverner le Venezuela. Elle a déjà, fait certains gestes en nommant, entre autres, un ancien dirigeant pétrolier comme vice-président chargé de l'économie. Alors ça aussi, ça donne le ton. Décréter 7 jours aussi de deuil national en hommage aux victimes de l'opération américaine, qui a quand même fait 55 morts. Revenons chez nous. Charles Milliard, donc, qui amorce sa campagne à la direction du Parti libéral. Oui, il a fait sa tournée d'entrevues. Il va la poursuivre aujourd'hui. Il va être avec nous, d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission. Et démonstration de force, quand même, là, pour Charles Milliard, qui obtient l'appui de 200 jeunes militants qui ont co-signé une lettre ouverte dont la presse a obtenu copie ce matin. C'est le favori dans cette course à la direction, si course il y a, bien sûr. Parce que là, il y a des candidats qui ont l'intention mais il y en a qui traînent certaines dettes de la course précédente. Alors, on verra bien les modalités. Mais Charles Milliard plaide, lui, pour un virage en profondeur pour sa formation politique. Il souhaite un renouveau sur le plan des idées, mais aussi sur le plan de l'organisation interne. Il rejette toutefois l'idée que l'élection de Pablo Rodriguez était une erreur. Il s'est décrit comme un homme de parti et reconnaît que le Parti libéral a connu un automne très difficile, a affirmé vouloir s'engager aussi pour contribuer à ce renouveau-là. Dit que l'appui reçu depuis l'annonce de sa candidature renforce aussi sa conviction d'y aller. Mais et là, je veux pas du tout minimiser. 200 jeunes, c'est quelque chose, c'est important. Sauf que l'appui de la commission jeunesse, il l'avait déjà. Là. C'est vrai. Je me souviens pas combien avait signé. Mettons que c'était 150, maintenant c'est 200. Oui, c'est plus, mais en même temps, pas vraiment. Là, dans le sens que c'est le même groupe. Et pour lui, le défi, c'est d'aller chercher des nouveaux visages. Parce que l'impression, à l'heure actuelle, c'est que des bons du Parti libéral, les gens qui appuyaient Carl Blackburn, des gens qui étaient autrefois de l'entourage de Jean Charest, ils veulent pas de lui, là, mais pas du tout. Là. C'est-à-dire qu'ils sont sur le téléphone, ils cherchent quelqu'un d'autre. Et quand ils cherchent quelqu'un d'autre, je mentionne ça au passage, ils disent au quelqu'un d'autre, ben là, Milliard, oublie ça. Là.
Oublie ça, milliard. Au pire, on va dire de se tasser, on va le tasser. Ah ouais, hein? Fait que le défi pour lui, c'est de montrer que ces gens-là sont très minoritaires. Que, si tu mérites un couronnement, faut que tout à coup, dans le caucus, dans le parti, des gens se rallient à toi, mais pas les mêmes. Il a fini 2e dans la dernière course. S'il revient avec les mêmes personnes qui l'appuient, c'est pas mauvais. Mais ça vaut pas tant que ça. Ce qui vaut pour lui cher, là, c'est des nouveaux députés. Des gens qui appuyaient, par exemple, Pablo Rodriguez, puis qui disent, cette fois-ci, on se rallie à Charles Milliard. Pour moi, ça, c'est la clé. La clé à ce moment-ci pour lui. Encore des problèmes à la SAAC. Ben oui, puis c'est drôle, hein? On nous l'a pas dit dans le temps pas eu des de communiqué fêtes. de presse? Non, je sais pas. Les départements de communication devaient avoir des longues vacances. La Société d'assurance automobile du Québec a suspendu sa plateforme de prise de rendez-vous en ligne pendant 2 semaines. Alors, c'était du 22 décembre jusqu'au 4 janvier. La Société d'État qui a pris cette décision-là à cause de problèmes techniques. Donc, conséquence, si jamais vous souhaitiez prendre un rendez-vous, il n'y avait pas de date qui était disponible ou une poignée de dates en janvier ou en février, mais il y a énormément de journées qui étaient bloquées. Plusieurs services étaient inaccessibles là. C'est une faille informatique qui avait touché des succursales dans toutes les grandes villes du Québec. Et c'est juste que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, avec ça clique, les ratés technologiques. Puis encore une fois, des problèmes de communication. On le dit pas clairement aux gens. Ouais, c'est surtout ça, là. Parce que, problème informatique, disons que la SAC a eu plus que sa part. Ça peut toujours, malgré tout, survenir. J'avoue que dans le temps des fêtes, c'est peut-être un petit peu moins grave. Ça, c'est peut-être pas la période la plus achalandée ou celle, je suis pas sûr que le 27 décembre, il y a tant de monde que ça qui sont sur l'ordi à prendre un rendez-vous pour la SAC. Quoique ça, oui, mais dites-le. Parce que là, ça veut dire que tu niaises les gens. Il y a des gens qui sont sur leur ordi, qui essayent, qui comprennent pas que ça marche pas. C'est c'est un manque à l'éthique envers ces usagers. Action collective contre Ticketmaster, ça va procéder. Ouais, là, c'est pas la première fois qu'on parle de Ticketmaster, des frais qui peuvent parfois être, abusifs. Ticketmaster, je parle bien de la plateforme sur laquelle on peut acheter des billets de spectacle, des billets pour aller voir des matchs de certains sports. C'est vraiment un gros joueur dans l'industrie de la vente de billets. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on a appris hier soir, en fait, c'est que la Cour supérieure du Québec, elle a approuvé l'action collective contre Ticketmaster, dans laquelle on l'accuse d'imposer des frais de service abusifs sur la vente de billets. Donc, les frais de service, c'est quoi? C'est pour couvrir notamment les coûts de l'organisation de l'événement, le personnel, la technologie, mais ce ne sont pas des frais qui sont fixes. Selon la poursuite, on dit que c'est des frais qui varient en fonction du prix des billets. Donc, si, par exemple, je m'achète un billet de spectacle à 100 $, là, je vais avoir des frais autour de peut-être 14 $ de service. Mais si je m'achète un billet à 200 $, par contre, là, il va avoir des frais à presque 28 $. Donc, c'est le double. Donc, ça augmente selon le prix que tu payes pour ton billet. Et là, on connaît la fameuse tarification dynamique de Ticketmaster. Donc, les prix des frais de service peuvent varier. Ça peut monter extrêmement vite. Ça part d'une plainte qui a été déposée en août 2024. Donc, on vise vraiment à dédommager les Québécois qui ont acheté des billets sur Ticketmaster pour des spectacles en Amérique du Nord depuis juillet 2021. Le cabinet d'avocats montréalais qui a intenté cette action collective-là, on affirme que c'est vraiment des frais de service qui enfreignent la loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec. Donc, les Québécois... Toujours assez long, là, les actions collectives, mais on pourra voir... On pourrait avoir des remboursements compensatoires si jamais il y a gain de cause. Et là, quand? Ça, c'est la grande question. Voilà. Justine, au sport, hier, M. Hughes, Ken Hughes, qui a fait son bilan de mi-saison. C'était une facile cette année-là. Oui, je pense qu'il y avait moins de pression que certaines années dans le passé. C'est montré plutôt optimiste, évidemment, de par les résultats de son équipe, a parlé d'une échéance même en avant de ce qu'il prévoyait. Alors, je pense que, somme toute, là, c'est un bilan plutôt très, très positif en général. Ajoutons à ça l'infirmerie qui, tranquillement, semble vouloir se libérer. Caden Goulet, hier, était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers. Patrick Laine a recommencé à patiner. Donc, dans les éléments positifs, il y en avait plusieurs. Patrick Laine. On l'a-tu déjà oublié? C'est qui ça? C'est qui, lui? Non, mais moi, je faisais des farces. En fin de semaine, je regardais le hockey avec mon père. Puis je disais, quand l'année va revenir en forme, là, ça va être une catastrophe. Je veux dire, Saint-Louis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, c'est ça. Tu le mets où? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand tout va bien puis tout ça, là, qu'est-ce que tu fais?
Puis là, il ne faut pas oublier, il y en a d'autres aussi. Mais après moi, il va dire aux soigneurs t'es-tu sûr? T'es-tu sûr qu'il peut revenir? Je prendrais pas de chance, moi. T'as éventuellement un Dak, t'as un New Hook qui existe encore dans l'environnement Anderson du qui est Canadien. toujours blessé Anderson. aussi. Alors oui, il y a plusieurs blessés encore qui vont revenir. Ça va recommencer le casse-tête peut-être à zéro, mais quand même, il faut voir le positif dans tout ça, assurément. Évidemment, le gros dossier qui fait jaser depuis le début de la saison, du moins depuis le mois de novembre, c'est le ménage à 3 entre les 3 gardiens de but. On n'a pas vraiment voulu s'avancer là, à savoir qui est le numéro 1. Tu sais, Kent Hughes est toujours un peu vague en disant « Moi, j'aime pas ça, les numéros, les positions. » Fait que le meilleur gardien aura le plus de temps de jeu. À court terme, on a 5 matchs en 7 jours. Alors, les 3 vont demeurer avec l'organisation, mais évidemment qu'on souhaite régler le dossier du ménage à 3 là, à court, moyen terme chez le Canadien. Moi, j'ai rien contre Fowler. C'est un jeune homme qui a sûrement un brillant avenir. Il me semble qu'à chaque match, il fait un geste là, complètement des buts ridicules. Sort de son but, sait plus quoi faire, panique comme un... Il fait des... Il est toujours bien placé. Tu vois que c'est un gardien qui est bien positionné, mais qui fait des gestes qui démontrent que il faudrait peut-être passer une autre année à Laval ou finir l'année à Laval. Je sais pas. Des affaires où tu as l'impression qu'il devient comme... qui est pas prêt, là, qui devient vulnérable. Il y a des choses qui s'apprennent pas autrement que par l'action, évidemment. Ouais. Donc oui, je pense que c'est unanime là, qu'il va retourner avec le Rocket de Laval. Il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire, mais je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a permis aux Canadiens d'être patients avec Montembeault. Oui. Et c'est la même chose avec les blessés. La situation actuelle fait en sorte qu'on peut leur donner le temps de revenir réellement à 100%. Prends 2-3 matchs de plus, là, on a une équipe qui fait le travail et assure-toi de revenir à 100% et être prêt pour les séries. On a Ken Hughes là, sur la situation des gardiens. C'est que 3 gardiens n'est pas idéal. J'attendrai pas un changement dans les prochains l'action, mais idéalement, on n'aura pas 3 gardiens à long terme. Bon, idéalement. Et ce soir, le Canadien joue? Contre les Flames de Calgary. Alors, retour à l'action, retour d'un long voyage, retour d'un long congé, quand même un 3 jours là, qui va avoir fait du bien à tout le monde. C'est rare que ça se passe bien, ça. Le premier match à la maison après un long voyage, il y a comme une... la gestion des émotions qui s'ajoute à tout ça, mais du moins, les partisans devraient pouvoir apprécier le spectacle ce soir. Les Flames de Calgary, qui est quand même une équipe là, vraiment à la disposition des Canadiens, et les Canadiens qui sont au plus fort de la course pour le premier rang de l'Atlantique. Alors, j'ai l'impression qu'on va aller chercher la motivation supplémentaire là, ce soir. C'est le Lightning qui perd plus. Là. Le Lightning de Tampa Bay, c'est 7-8 victoires consécutives. Ils sont rendus à 8 consécutives. Ouais, une contre l'Avalanche hier, quand même, la meilleure Buffalo, équipe. Buffalo 11-12. Écoute, il y a vraiment quelques surprises. En feu, vraiment.